Il existe deux grands ensembles d'outils pour effectuer le contrôle statistique ou pour appliquer la maîtrise statistique des procédés, la MSP. Il y a les cartes de contrôle. On les utilise en cours de fabrication ou de production. Et dans les cartes de contrôle, il y a deux grandes caractéristiques qui sont regardées. D'abord pour des grandeurs mesurables, la taille, le poids, la température, la pression. On va utiliser, entre autres, ce qu'on appelle la carte de la moyenne ou la carte X-bar et la carte de l'étendue. R, c'est pour range en anglais tout simplement. Il y a aussi la carte de l'écart type qui pourrait être utilisée, mais généralement, on utilise en cours de fabrication de petits échantillons. À ce moment-là, la carte de contrôle sur l'étendue, la carte R, est préférable. Et il y a aussi, pour les grandeurs mesurables, une carte de suite, tout simplement. Donc, chaque unité est inspectée et mesurée et on regarde tout simplement une suite de résultats. Il y a aussi les grandeurs non mesurables ou les attributs, donc ce qui est dénombrable. On a la carte de proportion, la carte du nombre de défectueux. Carte de proportion de défectueux, carte nombre de défectueux. Essentiellement, c'est le même concept, mais parfois on préfère suivre le pourcentage de défectueux, d'autres fois on préfère suivre le nombre de défectueux. Il y a aussi la carte des défauts, donc la carte C. Un défaut n'est pas synonyme de défectueux. Un défaut, ça ne change pas la fonctionnalité d'une pièce ou d'un produit ou d'un composant. On pourrait être intéressé par la pièce en question. Le logo est-il bien imprimé ou il est flou? S'il est flou, c'est un défaut. Ça ne change pas la fonctionnalité de la pièce. Il peut y avoir une coche, il peut y avoir un trait, genre de choses-là. Ça ne change pas la fonctionnalité. Tandis qu'une pièce qui est défectueuse, c'est que ça ne fonctionne pas. C'est que ça ne rencontre pas la fonctionnalité en question. Il y a aussi, lorsqu'on fonctionne par lot, le contrôle de réception ou le contrôle final avant expédition, on utilise à ce moment-là des plans de contrôle, un ou plusieurs plans de contrôle, bien entendu. Donc, on procède par prélèvement. Il y a différents plans de contrôle qui existent. Le plan simple, le plan double, le plan multiple, le plan progressif. Il y a aussi des tables de plans de contrôle qui existent, qui sont déjà montés. On peut se servir de ça. Dans les exemples qui sont ici, ça va du plus simple, le plan simple, vraiment au plus long à appliquer. Il n'y a pas de complexité ici. La différence entre un plan simple et un plan double, c'est qu'à long terme, le plan double devrait coûter moins cher. Et ainsi de suite vers multiple et vers progressif. Dans l'un ou l'autre outil, les cartes de contrôle ou les plans de contrôle, on tente de répondre à une question. Du côté d'une carte de contrôle, que ce soit pour grandeur mesurable ou non mesurable, on essaie de répondre à la question « Le processus est-il statistiquement sous contrôle ou non? » L'adverbe est important. On s'appuie sur des statistiques. Il y a donc un risque d'erreur, un risque de prendre une mauvaise décision, qu'on accepte ou pas. Du côté des plans de contrôle, on répond à la question, le lot lui-même est-il statistiquement acceptable ou non? Encore une fois, l'adverbe statistiquement fait en sorte que on s'appuie sur des statistiques, par conséquent des probabilités, il y a un risque de se tromper. Autant si on prend la décision d'accepter le lot que de rejeter le lot. Une carte de contrôle, c'est la représentation d'une mesure statistique dans le temps. Alors, ce qu'on veut dire, c'est on a le temps
et on reporte une caractéristique à chaque période de temps sur une carte. Pourquoi on utilise une carte de contrôle? Tout simplement afin de nous aider à déceler au moyen d'un graphique les variations qui peuvent se produire d'une caractéristique qu'on souhaite maîtriser. La stabilité d'un procédé va être influencée par différents éléments, par exemple le déréglage de l'équipement, l'environnement de production lui-même, la température, l'humidité, la pression atmosphérique, les matières premières qui sont utilisées, la main-d'œuvre, à quel point elle est habile ou pas, formée ou pas, connaissante ou pas, et d'autres facteurs. On va considérer un procédé comme étant stable si seulement des causes communes sont présentes à la variabilité plutôt que des causes spéciales. Une cause commune, c'est une cause qui est inhérente au processus de fabrication qui va produire une fluctuation naturelle. On va parler aussi de causes accidentelles ou de causes aléatoires. Ça peut se produire un accident et à ce moment-là, ça fait en sorte que c'est déréglé. On a juste à corriger dans ce temps-là. Une cause spéciale, elle affecte soit brusquement ou encore progressivement une caractéristique de qualité. Progressivement, on peut penser à une tendance. Brusquement, c'est un changement soudain. Alors, une cause spéciale, c'est toute cause qui va perturber de façon anormale la caractéristique de qualité. La carte de contrôle ne va pas nous dire c'est quoi la cause spéciale. C'est plutôt un signal d'alarme. On s'en sert comme ça. C'est un drapeau qui est levé. On représente une carte de contrôle. De quelle manière? Tout simplement en reportant la valeur de la caractéristique de qualité que l'on souhaite maîtriser sur l'ordonnée d'un graphique. Ceci en suivant l'ordre de prélèvement. L'ordre de prélèvement, c'est dans le temps. Par exemple, ici, on a différents points. On a représenté dans le temps chacun de ces points-là. Chaque point est le résultat d'un échantillon. Comment faire l'interprétation d'une carte de contrôle? Revenons un peu aux bases statistiques. En général, les fluctuations autour d'une valeur moyenne sont dispersées de manière aléatoire. Alors, les différentes valeurs possibles d'une caractéristique, voici sa moyenne et on observe les différentes valeurs autour de cette moyenne-là. Généralement, les valeurs ont tendance à être dispersées autour d'une valeur moyenne suivant une loi normale. Ce qui veut dire ma valeur moyenne est autour lorsqu'on fait genre de somme, ça devrait ressembler à une loi normale. Par conséquent, la majorité des valeurs seront autour d'une valeur commune et il y en aura de moins en moins au fur et à mesure que l'on s'éloigne de cette valeur commune-là. Donc la valeur commune est ici, généralement le plus, et plus on s'éloigne, moins il y en a. L'outillage statistique va nous aider et va consister à regarder ce qui se passe avec un échantillon aléatoire. Voici une courbe normale centrée et réduite. On a les valeurs Z. Alors, lorsqu'on parle de plus ou moins un écart type, plus un écart type ou un écart type en dessous de la moyenne étant le centre, étant 0 ici, comme valeur Z, on a donc 68,26%. Alors, un peu plus du 2/3 d'une population est entre plus ou moins un écart type. Et plus on s'éloigne, moins il y en a. Alors, les proportions diminuent au fur et à mesure que l'on s'éloigne
de la valeur centrale. Si on reporte notre loi normale en la faisant pivoter par rapport à la caractéristique de qualité que l'on souhaite maîtriser, on aurait la situation suivante pour notre exemple. Les zones d'écart, on va les colorer sur la carte de contrôle. Nous avons la correspondance. 3 écarts types au-dessus ou en dessous. La limite à 2 écarts types. La limite à 1 écart type. La zone rouge correspond à plus de 3 écarts types dans notre exemple. Au-delà de 3 écarts types. Au-dessus ou en dessous. Les limites de contrôle sont alors celles qui vont définir le début de la zone rouge comme telle. Pour notre exemple, nos 18 échantillons seraient reportés de la manière suivante. Comme on peut le constater, environ 2/3 des échantillons sont dans la zone plus ou moins 1 écart type. Et plus on s'éloigne, moins il y a d'échantillons.